Ma mère a dit, la famille de ta sœur passera toujours en premier. Tu es toujours la dernière. Mon père a approuvé. J'ai répondu, bon à savoir. Alors, je me suis fait passer en priorité dans ma propre vie. Argent séparé, projet séparé. Puis, une urgence familiale les a frappés. Ils s'attendaient à ce que je paie. Mais ce qui s'est passé ensuite les a laissés pétrifiés. Je suis rentré dans ma maison d'enfance en m'attendant à un dîner de Thanksgiving normal. L'odeur de la dinde remplissait l'air et tout le monde était rassemblé autour de la table de la salle à manger. Ma sœur Emma et son mari Brad discutaient de leur besoin de $40 000 pour rénover leur cuisine. Quand j'ai mentionné avoir besoin d'aide pour le dépôt de garantie de mon appartement, ma mère Patricia s'est tournée vers moi avec des yeux froids. Carter, tu dois comprendre quelque chose. La famille de ta sœur passera toujours en premier dans nos priorités. Tu es toujours le dernier. Mon père, Robert, a hoché la tête en signe d'accord. C'est comme ça, fiston. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis resté assis là, abasourdi, la fourchette à mi-chemin de ma bouche alors que le poids de ce que ma mère venait de dire s'installait. Mais à mesure que le choc se dissipait, quelque chose d'autre prenait sa place. Une terrible clarté. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que quelqu'un le disait à voix haute. J'ai posé ma fourchette et regardé autour de la table. Emma coupait sa dinde en parfait petit carré comme elle le faisait depuis l'enfance. Brad faisait défiler son téléphone, regardant probablement des photos de rénovation de cuisine. Mes parents passaient déjà à d'autres sujets comme s'ils ne venaient pas de porter un coup dévastateur à leur propre fils. Les souvenirs ont afflué, chacun plus tranchant que le précédent. Quand Emma a eu 16 ans, nos parents lui ont offert une Honda Civic toute neuve, bleu métallique avec cette odeur de voiture neuve. Je me souviens avoir regardé depuis la fenêtre de ma chambre alors qu'il lui remettait les clés. Tous les trois riant et s'étreignant dans l'allée. Quand j'ai eu 16 ans 6 mois plus tard, j'ai eu un gâteau et une carte qui disaient « Joyeux anniversaire, fils ». Pas de voiture, pas d'explication, juste la compréhension tacite que les étapes importantes d'Emma comptaient plus. L'université était encore pire. Northwestern University, $52 000 par an. Et nos parents ont payé chaque centime sans sourciller. Ils ont conduit jusqu'à Evanston pour le jour de l'emménagement avec un camion loué plein de meubles pour la chambre d'étudiant d'Emma, un mini-réfrigérateur, un ensemble de literie assortis, un ordinateur de bureau et assez de vêtements pour approvisionner une petite boutique. Je travaillais 3 emplois cet été-là, économisant chaque dollar que je pouvais pour les frais de scolarité du community college. Quand j'ai demandé de l'aide pour les frais scolaires, papa m'a pris à part et m'a expliqué qu'il s'était déjà serré la ceinture avec l'éducation d'Emma. Tu comprends, n'est-ce pas, Carter? Emma a toujours été l'intellectuelle. C'est sa chance. J'ai compris. D'accord. J'ai compris que j'étais seul, alors j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt local, les week-ends dans une épicerie, et toutes les heures libres que je pouvais trouver à faire l'entretien des pelouses dans le quartier. J'ai payé mes 2 années de community college, puis j'ai été transféré à l'université d'État grâce à une bourse académique partielle que j'avais gagnée par pure détermination. Mes parents n'ont pas assisté à ma remise de diplôme du community college parce qu'Emma avait une baby shower le même week-end. Ils ont choisi des décorations pastel et des sacs cadeaux plutôt que la réussite de leur fils. Le mariage d'Emma était une affaire de $68 000. 300 invités, un bar ouvert et un groupe de 7 musiciens. La salle de réception ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine avec des lustres en cristal et des centres de table qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois. On attendait de moi que je porte un smoking loué et que je souris pour les photos pendant que mes parents rayonnaient de fierté pour la journée de conte de fées de leur fille. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'université d'État 2 ans plus tard avec mon diplôme en informatique, Emma était enceinte de son 2e enfant. Mes parents ont assisté à sa baby shower au lieu de ma cérémonie de remise de diplôme. J'ai traversé cette estrade et regardé dans le public, cherchant des visages familiers dans la foule. Rien. Je les ai appelés ce soir-là pour partager mon excitation d'avoir décroché mon premier vrai travail. C'est bien, chérie, a dit maman. Mais je ne peux pas parler longtemps. Emma a des contractions, et nous devons être prêts à conduire à l'hôpital. L'acompte de la maison a été l'insulte finale. $15 000 remis sans hésitation pour aider Emma et Brad à obtenir leur première maison, un ranch modeste de 3 chambres dans un quartier décent. Quand j'ai demandé à emprunter $500 pour des manuels scolaires le semestre suivant, papa a froncé les sourcils et a dit que l'argent était juste. Tu es jeune et célibataire, Carter.
Tu peux te débrouiller. Emma a une famille à laquelle penser. Et le babysitting. Chaque vendredi et samedi soir, mes parents conduisaient 30 minutes à travers la ville pour garder les enfants d'Emma pour qu'elle et Brad puissent avoir des soirées en amoureux. Ils n'ont jamais facturé de frais de babysitting. Ne se sont jamais plaints du désagrément. N'ont jamais mentionné comment cela empiétait sur leurs propres projets sociaux. Quand j'ai demandé s'ils pouvaient surveiller mon appartement pendant que je partais en week-end camping avec des amis, maman a soupiré comme si je lui avais demandé de faire don d'un rein. On ne rajeunit pas, Carter. On ne peut pas courir partout. Le schéma était si clair maintenant, si indéniable. Chaque réunion de famille tournait autour de la dernière crise ou réussite d'Emma. Sa promotion au studio de yoga où elle donnait des cours à temps partiel, le récital de piano et les matchs de football de ses enfants, ses luttes avec l'apprentissage de la propreté et l'aide aux devoirs. Je pouvais partager des nouvelles sur ma performance au travail, mes relations, mes objectifs et mes rêves, et la conversation revenait d'une manière ou d'une autre à Emma en quelques minutes. C'est génial pour ta promotion, Carter, disait maman. En parlant de travail, Emma pense retourner à l'école d'infirmière. Peut-être que tu pourrais l'aider à rechercher des programmes. Même les petites choses, l'assurance automobile. Je payais la mienne depuis mes 18 ans, rassemblant de l'argent chaque mois pour couvrir ma Honda d'occasion que j'avais achetée avec mes salaires d'entrepôt. Emma avait 32 ans, et nos parents payaient toujours son assurance automobile. Quand j'ai mentionné cela une fois, papa a haussé les épaules et a dit qu'Emma avait plus de dépenses dont se soucier. J'étais assis là à cette table de Thanksgiving en regardant ma famille discuter des plans de rénovation de cuisine d'Emma et j'ai senti quelque chose bouger en moi. La blessure était toujours là, vive et familière. Mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Il l'avait enfin dit à voix haute. La vérité qui avait façonné chaque interaction familiale au cours des 28 dernières années. Emma passe en premier. Carter passe en dernier. Toujours. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'ai marché dans le couloir familier bordé de photos de famille. Les photos d'école d'Emma de la maternelle à la remise de diplôme universitaire. Les photos de mariage d'Emma. Les photos de bébés et portraits scolaires des enfants d'Emma. J'ai compté exactement 3 photos de moi parmi les douzaines couvrant les murs. Debout dans cette salle de bain, regardant mon reflet dans le même miroir que j'utilisais enfant, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si je devais être le dernier dans leurs priorités, j'allais être le premier dans les miennes. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle s'est faite complètement. Au cours des 18 mois suivants, j'ai tranquillement restructuré toute ma vie autour d'un principe simple, si ma famille n'allait pas investir en moi, j'investirais en moi-même avec une concentration laser. Ma carrière progressait mieux que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Le diplôme en informatique qu'ils avaient à peine reconnu m'avait permis d'obtenir un poste dans une start-up technologique en pleine croissance au centre-ville. Alors qu'ils supposaient que je luttais pour joindre les deux bouts, j'avais en fait été promu 2 fois. Mon salaire était passé de 45 000 $ à 98 000 $ après avoir dirigé un projet réussi qui avait rationalisé notre système de base de données clients. Mais voici ce que personne ne savait, je vivais comme si je gagnais encore 45 000 $. Même appartement modeste, même Honda de 10 ans, même budgétisation prudente que j'avais apprise des années de nécessité financière. La différence était que maintenant, au lieu que chaque dollar supplémentaire aille à la survie, il allait à la construction de quelque chose de plus grand. J'ai ouvert des comptes d'investissement dans 3 entreprises différentes, répartissant mon argent entre des fonds indiciels, des actions de croissance et un petit portefeuille de crypto-monnaies. Je lisais des livres de planification financière pendant les pauses déjeuner et regardais des tutoriels d'investissement après le travail. Alors que ma famille supposait que je survivais à peine, mon portefeuille était passé à 230 000 $. Le véritable changement est survenu lorsque notre start-up a obtenu un financement majeur d'une société de capital risque de la Silicon Valley. Ils ont offert des stock options aux employés clés et j'ai été inclus dans ce groupe. Si l'entreprise entrait en bourse comme prévu, ces options pourraient valoir un demi-million de dollars dans les 3 ans. Mais l'argent n'était qu'une partie de la révolution. Le plus grand changement était psychologique. J'ai arrêté de participer aux dynamiques familiales qui avaient drainé mon énergie et mon estime de soi pendant des décennies. Quand Emma avait besoin d'aide pour déplacer des meubles, j'avais d'autres projets. Quand mes parents organisaient des dîners de groupe coûteux où tout le monde était censé partager l'addition également, quel que soit le revenu, je déclinais poliment. Quand ils discutaient de projets de vacances en famille qui me coûteraient une semaine de salaire,
je faisais mes propres arrangements de voyage. Les projets de vacances séparés ont commencé petits. Au lieu de conduire 2 heures pour passer le réveillon de Noël avec la famille élargie, je suis allé skier dans le Vermont avec des amis du travail. Au lieu du brunch obligatoire de la fête des mères où nous restions assis à discuter des défis parentaux d'Emma, je me suis emmené à un match de baseball et j'ai acheté les bonnes places derrière le marbre. Je voyais quelqu'un maintenant, aussi. Jessica Martinez, une infirmière praticienne que j'avais rencontrée dans un café près de mon bureau. Elle était intelligente, indépendante et avait ses propres dynamiques familiales compliquées qui lui permettaient de comprendre les miennes sans jugement. Ce qui m'a le plus frappé chez Jessica, c'est la façon dont elle écoutait quand je parlais de mon travail, de mes intérêts, de mes objectifs. Elle se souvenait de détails sur mes projets et posait des questions de suivi des jours plus tard. C'était un tel contraste avec les conversations familiales où je me sentais invisible. Jessica a été la première personne en dehors de ma famille immédiate à entendre toute l'histoire sur le favoritisme. Nous étions assis sur le balcon de son appartement un soir, partageant des plats chinois à emporter et parlant de nos enfances quand je me suis retrouvé à expliquer pourquoi je ne mentionnais jamais les réunions de famille ou les projets de vacances. On dirait qu'ils t'ont entraîné à en attendre moins, a-t-elle dit doucement. Et tu as si bien appris cette leçon que même maintenant que tu réussis, tu caches toujours tes réalisations. Elle avait raison. J'avais été tellement conditionné à minimiser mes accomplissements que même mes amis les plus proches ne connaissaient pas mon succès financier ou ma trajectoire de carrière. J'avais appris à me faire petit pour éviter de menacer la dynamique familiale où Emma était la star et j'étais le personnage secondaire. Mais Jessica a défié cet état d'esprit. Elle m'a encouragé à postuler pour des postes de direction au travail. Elle a célébré mes gains d'investissement comme si c'était ses propres victoires. Quand j'ai mentionné que j'avais contribué à des forums techniques en ligne et bâti une réputation dans mon domaine, elle a suggéré que je commence à prendre la parole lors de conférences industrielles. J'ai commencé une thérapie vers cette époque, travaillant avec le docteur Amanda Foster, une thérapeute familiale spécialisée dans les enfants adultes se remettant de systèmes familiaux narcissiques. Les termes « enfant doré » et « bouc émissaire » ne m'étaient pas familiers au début, mais à mesure que le docteur Foster expliquait les dynamiques, tout s'est mis en place. Votre famille avait besoin de quelqu'un pour porter le fardeau émotionnel de leur dysfonctionnement, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Emma a été désignée comme la réussite, l'enfant qui validait le rôle parental. On vous a assigné le rôle de l'enfant à problème, celui dont les luttes faisaient briller les réalisations d'Emma. La thérapie m'a aidé à comprendre que le traitement de ma famille ne concernait pas ma valeur en tant que personne. Il s'agissait de leur besoin de maintenir un système où les rôles étaient fixes et prévisibles. Emma était l'enfant doré qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le bouc émissaire qui était blâmé pour tout ce qui allait mal et ignoré quand les choses allaient bien. Le docteur Foster m'a aidé à m'entraîner à fixer des limites, non pas des confrontations colériques, mais des limites calmes et cohérentes sur mon temps, mon énergie et ma disponibilité émotionnelle. J'ai arrêté de répondre immédiatement aux textos de groupes familiaux concernant des demandes d'argent ou aux messages culpabilisants sur le fait de manquer des événements familiaux. J'ai développé des phrases standards que je pouvais utiliser pour détourner la manipulation. Je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous. Ça ne colle pas avec mon emploi du temps. J'ai d'autres engagements ce jour-là. La limite la plus importante était financière. J'ai arrêté de participer à l'attente selon laquelle je contribuerais aux dépenses familiales tout en ne recevant rien en retour. Plus de cadeaux de groupe où je payais ma part pour des présents que je n'avais pas choisis. Plus de prêts d'urgence qui n'étaient jamais remboursés. Plus de partage d'additions au restaurant quand Emma et Brad commandaient des steaks coûteux pendant que je prenais une salade. Mon ami Marcus Chen du travail a remarqué le changement dans ma confiance et mon attitude. Tu sembles différent ces derniers temps, a-t-il dit un vendredi après-midi alors que nous terminions un projet. Plus concentré. Comme si tu avais compris quelque chose. Il avait raison. J'avais compris quelque chose. J'avais appris que la loyauté familiale ne nécessite pas le sacrifice de soi. L'amour ne signifie pas accepter un mauvais traitement. Et le succès n'a pas besoin d'être caché pour mettre les autres à l'aise. Le test de mes nouvelles limites est arrivé plus tôt que prévu. Un mercredi soir de mars, mon téléphone a sonné. Le nom d'Emma a clignoté sur l'écran. Elle n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, alors j'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Carter, a-t-elle dit, et sa voix tremblait. Je dois te parler. Quelque chose de terrible est arrivé, et je ne sais pas ce qu'on va faire. Emma sanglotait si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots.
Entre les larmes et les phrases brisées, une histoire a émergé, pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. La vie parfaite que ma famille avait passé des années à prioriser et à protéger était bâtie sur des mensonges, de la fraude et des crimes financiers. La carrière immobilière de Brad battait de l'aile depuis des mois. Dans un marché concurrentiel où les agents établis dominaient, il avait désespérément besoin de conclure des affaires et de bâtir sa réputation. La pression de maintenir leur style de vie, combinée aux attentes d'Emma et aux éloges constants de mes parents pour son esprit d'entreprise, l'avait poussé à faire des choix de plus en plus dangereux. Il avait falsifié des demandes de prêts hypothécaires, des relevés de revenus, des lettres de vérification d'emploi, des rapports de crédit. Il avait créé un système élaboré de faux documents pour aider des clients qui ne pouvaient pas se qualifier pour des prêts à obtenir des hypothèques qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Les chèques de commission avaient été substantiels. Et pendant un moment, il semblait que Brad avait trouvé son rythme dans le monde de l'immobilier. Mais la fraude hypothécaire est un crime fédéral, et l'enquête se préparait depuis des mois. Les auditeurs bancaires avaient remarqué des schémas dans les demandes soumises par Brad, des appels de vérification d'emploi vers des numéros menant à des lignes déconnectées, des documents fiscaux avec des incohérences qui déclenchaient des drapeaux rouges dans les systèmes de souscription, des chiffres de revenus qui ne correspondaient pas aux bases de données de l'IRS. Lorsque les agents fédéraux ont exécuté le mandat de perquisition au bureau de Brad, ils ont trouvé une boîte pleine de documents falsifiés avec sa signature dessus. Sa licence immobilière a été immédiatement suspendue en attendant l'enquête. Des accusations criminelles ont été déposées 3 jours plus tard. Il risquait une peine de prison fédérale potentielle allant jusqu'à 20 ans. Mais les crimes de Brad n'étaient que la moitié de l'histoire. Pendant qu'il fabriquait des demandes de prêts hypothécaires, Emma vivait un fantasme financier qui rendait la fraude presque inévitable. Elle avait ouvert des cartes de crédit à son nom, au nom de Brad, et même au nom de mes parents avec leur permission. La dette était devenue complètement incontrôlable, 43 000 $. C'est ce qu'Emma devait sur cette carte de crédit différente. Des vêtements de créateurs pour elle et les enfants. Des dîners coûteux et des voyages le week-end. Une rénovation de cuisine qui avait coûté 2 fois ce qu'ils avaient prévu. Des cours privés de certification d'instructeurs de yoga qu'elle n'avait jamais terminés. Tout cela facturé sur des cartes de crédit avec l'hypothèse que le revenu de Brad finirait par rattraper leurs dépenses. Les paiements de la maison avaient cessé 6 mois plus tôt. Brad avait dit à Emma qu'il s'occupait de l'hypothèque, mais en réalité, il utilisait l'argent de l'hypothèque pour couvrir les paiements minimums des cartes de crédit et les dépenses quotidiennes. L'avis de saisie était arrivé il y a 4 semaines. Ils avaient 90 jours pour mettre le compte à jour ou perdre la maison entièrement. La voiture d'Emma avait été saisie le mardi précédent. Elle chargeait des courses quand la dépanneuse est arrivée. Les enfants étaient sur le siège arrière et elle avait dû appeler un voisin pour venir les chercher pendant qu'elle regardait son Honda Pilot être accroché et emmené. L'humiliation avait été écrasante. Mais pire que l'embarras était la réalité pratique. Elle n'avait maintenant aucun moyen d'aller au travail ou de conduire les enfants à l'école. Les frais de scolarité de l'école privée avaient 3 mois de retard. L'école des enfants avait été patiente, comprenant que les familles traversaient parfois des difficultés financières temporaires, mais la patience s'épuisait. Le directeur avait appelé ce matin-là pour dire qu'à moins que le compte ne soit mis à jour d'ici vendredi, les enfants devraient trouver de nouvelles écoles immédiatement. Les frais juridiques montaient chaque jour. L'avocat de la défense pénale de Brad exigeait un acompte de 25 000 $ juste pour commencer à travailler sur l'affaire. Ils avaient déjà payé 28 000 $, vidant leur compte d'épargne et le fonds de retraite d'Emma de son précédent emploi d'infirmière. L'avocat estimait que les coûts juridiques totaux pourraient atteindre 60 000 $, selon que l'affaire aille au procès ou non. Mais peut-être la partie la plus dévastatrice de la confession d'Emma était depuis combien de temps ils vivaient dans le déni. Les amis et la famille élargie n'avaient aucune idée de leur situation financière. Emma avait maintenu la façade du succès jusqu'au moment où tout s'était effondré. Elle postait des photos de vacances en famille sur les réseaux sociaux tout en facturant les voyages sur des cartes de crédit. Elle achetait des cadeaux coûteux pour les anniversaires des enfants tout en ignorant les avis de recouvrement dans la boîte aux lettres. Les enfants posaient des questions auxquelles Emma ne pouvait pas répondre. Pourquoi papa semblait-il tout le temps en colère? Pourquoi y avait-il des hommes étranges en costume qui venaient à la maison? Pourquoi ne pouvaient-ils plus aller aux fêtes d'anniversaire de leurs amis? Emma les avait protégés de la vérité, mais la vérité devenait impossible à cacher. Carter, a-t-elle chuchoté à travers le téléphone. J'ai peur qu'on perde tout. La maison, les écoles des enfants. Brad pourrait aller en prison. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, et je ne sais pas comment arranger ça.
L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, Emma avait été l'histoire à succès de la famille, l'enfant doré qui ne pouvait rien faire de mal, celle dont les besoins passaient toujours en premier. Et maintenant, le style de vie que mes parents avaient permis et célébré avait conduit à la ruine financière et à des crimes fédéraux potentiels. Alors qu'Emma continuait de pleurer, expliquant comment leur code de crédit était détruite et qu'ils ne pouvaient se qualifier pour aucun prêt ou contrat de location, j'ai réalisé que quelque chose de profond se produisait. La dynamique familiale qui m'avait positionné comme l'échec et Emma comme le succès venait de s'inverser complètement. Les habitudes financières responsables et stables que j'avais apprises en étant ignorées et négligées m'avaient rendu stable et sûr. Les dépenses impulsives et égoïstes qui avaient été célébrées comme Emma, vivant sa meilleure vie, avaient conduit au désastre. « As-tu parlé de tout ça à maman et papa ?» ai-je demandé. D'une partie, a admis Emma. Mais pas de tout. Ils paniquent déjà sur ce qu'ils peuvent faire pour aider et leurs économies de retraite ne peuvent pas couvrir quelque chose d'aussi gros. Les parents de Brad ont dit qu'ils n'aideraient pas parce qu'il a fait défaut sur des prêts de leur part auparavant. Carter, tu es le seul qui pourrait être capable de nous aider. Et voilà. L'appel téléphonique pour lequel je m'étais inconsciemment préparé toute ma vie d'adulte. Le moment où la famille qui m'avait toujours fait passer en dernier aurait finalement besoin de moi en premier. La question était ce que je choisirais de faire de ce pouvoir. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, Emma, ai-je dit. C'est beaucoup à assimiler. Combien de temps ? A-t-elle demandé urgemment. Parce que la date limite de saisie est le mois prochain, et l'audience de condamnation de Brad est dans 6 semaines. 24 heures, lui ai-je dit. Je t'appellerai demain soir. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. La famille qui avait passé 28 ans à m'apprendre que je ne comptais pas était sur le point d'apprendre exactement à quel point je comptais après tout. La réunion de famille d'urgence était prévue pour le dimanche après-midi chez mes parents. Emma avait appelé à l'avance pour dire que Carter devait être là pour discuter de la situation familiale. L'implication était claire. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une attente de sauvetage. Je suis arrivé pour trouver Emma assise sur le canapé du salon avec des mouchoirs sur les genoux, les yeux rouges d'avoir pleuré. Brad était assis à côté d'elle, fixant ses mains avec l'expression vaincue de quelqu'un dont les mensonges l'avaient finalement rattrapé. Mes parents étaient dans leurs fauteuils inclinables assortis, paraissant plus vieux et plus stressés que je ne les avais vus depuis des années. La table basse était couverte de documents financiers, de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit, de papiers juridiques, d'avis de saisie. Une calculatrice était posée à côté d'un bloc-notes jaune couvert de l'écriture de mon père. Des chiffres et des calculs qui racontaient l'histoire d'une famille en chute libre financière. Carter, a dit ma mère dès que je me suis assis, nous devons parler de la façon dont tu vas aider ta sœur à traverser cette crise. Pas si j'allais aider, comment j'allais aider. L'hypothèse de ma conformité était intégrée dans la structure même de la conversation. Mon père s'est éclairci la gorge et a pris le bloc-notes. Nous avons passé en revue tous les chiffres, fiston, et nous pensons avoir un plan qui pourrait fonctionner, mais cela nécessite que tout le monde dans la famille se mobilise. Il a commencé à lire ses calculs. Le montant total nécessaire pour résoudre les problèmes immédiats d'Emma et Brad est de 78 000 $. Cela couvrirait les paiements hypothécaires en souffrance pour arrêter la saisie, mettre à jour les comptes de cartes de crédit, payer les frais de scolarité des enfants et fournir un coussin pour les frais juridiques courants de Brad. Maintenant, ta mère et moi pouvons contribuer à hauteur de 30 000 $ de nos économies de retraite, a continué papa. Nous savons que c'est un sacrifice pour nous, mais la famille passe en premier. Emma et Brad devront vendre quelques biens et contracter un prêt sur le camion de Brad, ce qui devrait rapporter 15 000 $ de plus. Cela laisse 33 000 $ que nous devons couvrir. Il m'a regardé directement. Nous pensons que si tu liquides ton compte d'épargne et contractes quelques prêts, tu devrais pouvoir gérer ce montant. La façon décontractée dont il a dit « liquider ton compte d'épargne » était époustouflante. Il n'avait aucune idée de combien d'argent j'avais économisé, aucune connaissance de mes investissements ou revenus, aucune compréhension de ma situation financière, mais il supposait que je drainerais simplement toutes les ressources que j'avais pour résoudre les problèmes d'Emma. Nous avons aussi pensé, a ajouté ma mère, qu'il serait logique que tu reviennes vivre à la maison pendant un moment. Tu pourrais économiser de l'argent sur le loyer et utiliser ces économies pour aider à couvrir les dépenses courantes pendant que Brad se remet sur pied. Emma a hoché la tête avec enthousiasme. Carter, ce serait un tel soulagement de savoir que tu aidais à tout coordonner.
Tu pourrais co-signer pour un nouveau bail d'appartement puisque notre crédit est détruit. Peut-être nous aider à trouver un conseiller financier pour nous remettre sur les rails. Le plan qu'il proposait n'était pas seulement une aide financière. C'était une restructuration complète de ma vie autour de la crise d'Emma. Je deviendrais le gestionnaire financier de la famille, responsable de les sortir d'un trou créé par des années de sentiments de droit et de mauvais choix. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Carter, a dit ma mère, sa voix prenant un ton tranchant. Ce n'est pas optionnel. La famille prend soin de la famille. Point. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Le ton de mon père était tout aussi ferme. Si tu ne te mobilises pas maintenant, si tu laisses ta sœur tomber quand elle a le plus besoin de toi, alors tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Tu dois décider ce qui est le plus important, ton argent ou ta famille. La manipulation émotionnelle était stupéfiante. Il présentait mon refus potentiel de me ruiner comme une trahison de la loyauté familiale, comme si ma réticence à résoudre des problèmes que je n'avais pas créés était la preuve que je ne les aimais pas. Emma s'est penchée en avant, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Carter, les enfants ont demandé de tes nouvelles. Ils veulent savoir pourquoi oncle Carter ne vient plus aussi souvent. Comment suis-je censé expliquer que leur oncle ne les aime pas assez pour aider quand ils sont en difficulté? Brad a finalement parlé, sa voix calme mais pleine de prétention. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? Les familles se pardonnent et avancent ensemble. L'hypothèse sous-jacente à chaque mot était que mes ressources étaient leurs ressources. Que ma stabilité financière n'était qu'un outil à utiliser au profit d'Emma. Que mes années de planification minutieuse et de choix responsables existaient dans le seul but de les renflouer quand leurs choix irresponsables les rattrapaient. Nous avons déjà dit à ta tante Linda et ton oncle Frank que tu gérais l'aspect financier de cette situation, a continué ma mère. Ils étaient si impressionnés par la façon dont tu es devenu responsable et prospère. Tout le monde compte sur toi, Carter. Ils avaient déjà promis mon aide sans demander ma permission. Ils avaient engagé mon argent et mon temps pour résoudre les problèmes d'Emma avant même d'en discuter avec moi. L'arrogance était stupéfiante. Et juste pour être clair, a ajouté mon père, consultant à nouveau son bloc-notes. Nous ne parlons pas d'un don ici. Emma et Brad te rembourseront une fois que Brad aura récupéré sa licence immobilière et trouvera à nouveau un travail stable. C'est un prêt familial pour les aider à traverser une mauvaise passe. Un prêt familial. Comme si l'historique de Brad de défaut de paiement sur les prêts de ses propres parents n'était pas un indicateur clair de la probabilité de remboursement. Comme si le schéma d'Emma de dépenser au-delà de ses moyens suggérait qu'une future responsabilité fiscale était probable. Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui, Carter, a dit ma mère. La date limite de saisie se fiche de nos discussions familiales. L'école a besoin du paiement des frais de scolarité d'ici vendredi. L'avocat de Brad a besoin de son acompte d'ici la semaine prochaine. Ça ne peut pas attendre. La pression était écrasante. 28 ans de conditionnement me disaient de me conformer, de sacrifier, de faire passer les besoins d'Emma avant les miens. Chaque réunion de famille où on m'avait fait sentir égoïste de vouloir un traitement égal. Chaque fête où mes réalisations étaient négligées en faveur du dernier drame d'Emma. Chaque conversation où mes difficultés financières avaient été écartées tandis que les désirs financiers d'Emma étaient traités comme des urgences. Mais quelque chose avait changé en moi au cours des 18 derniers mois. Les séances de thérapie avec le docteur Foster. La relation avec Jessica qui m'a montré à quoi ressemblait le respect mutuel. La sécurité financière que j'avais construite par mes propres efforts. Les limites que j'avais appris à fixer et à maintenir. J'ai besoin de 24 heures pour comprendre la logistique, ai-je dit prudemment. C'est un gros engagement financier et je dois revoir mes comptes et voir ce qui est possible. Le soulagement sur leur visage était immédiat et évident. Ils ont entendu ma demande de temps comme un accord à leur plan. Emma a tendu la main et a serré la mienne. Merci, Carter. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas, mon père a hoché la tête avec approbation. C'est l'approche responsable, fiston. Prends le temps dont tu as besoin pour régler les détails. Ma mère dépensait déjà mentalement l'argent. Une fois que ce sera résolu, nous pourrons commencer à planifier Noël comme d'habitude. Peut-être qu'Emma et Brad pourraient accueillir cette année une fois qu'ils seront remis sur pied. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que ma famille venait de faire une erreur cruciale. Ils avaient révélé exactement à quel point ils me considéraient peu, à quel point ils prenaient ma conformité pour acquise et à quel point ils comprenaient mal la personne que j'étais devenue.
Ils étaient sur le point d'apprendre que le Carter calme et responsable, qui avait été négligé pendant des décennies, était aussi assez fort pour dire non. Plus important encore, ils étaient sur le point de découvrir que les ressources financières auxquelles ils pensaient pouvoir accéder appartenaient à quelqu'un qui avait appris à la dure que le respect ne se donne pas gratuitement. Il doit se mériter. J'ai demandé à Jessica de venir avec moi à la réunion de suivi. Si ma famille devait apprendre qui j'étais vraiment, je voulais quelqu'un là-bas qui me connaissait réellement. Quelqu'un qui pourrait témoigner de ce qui allait se passer et m'aider à rester centré quand la manipulation émotionnelle commencerait. Nous sommes arrivés chez mes parents lundi soir pour trouver la même scène que la veille. Des documents étalés sur la table basse, mes parents dans leurs fauteuils inclinables, Emma et Brad sur le canapé l'air plein d'espoir. Ils avaient supposé que ma demande de 24 heures n'était qu'une formalité, que je réglais les détails pratiques de leur plan de sauvetage. Carter, a dit ma mère dès que nous nous sommes assis, nous sommes si fiers de toi pour t'être mobilisé comme ça. Cela montre une vraie maturité et une loyauté familiale. Emma souriait pour la première fois depuis des semaines. As-tu trouvé comment accéder à tes économies? Nous pensions que tu pourrais peut-être gérer le paiement de l'hypothèque en premier puisque cette date limite est la plus urgente. Brad a hoché la tête avec empressement. J'apprécie vraiment ça, Carter. Je sais que c'est un sacrifice, et je promets que nous te rembourserons dès que j'aurai récupéré ma licence. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé la veille au soir, relevé bancaire de mes comptes chèques et d'épargne, résumé de portefeuille d'investissement, déclaration fiscale des 3 dernières années. Une ventilation détaillée de mes actifs et revenus qui peignait une image très différente de celle que ma famille s'était construite dans son esprit. Avant de parler de ce que je vais faire, ai-je dit calmement, je pense que vous devriez savoir de quoi je suis réellement capable. J'ai tendu le premier document à mon père. Le solde de son compte chèque affichait 973 $. Puis je lui ai montré mon relevé de compte chèque, 48 000 $. Les yeux de ma mère se sont écarquillés en regardant le solde de mon compte d'épargne, 112 000 $. Puis est venu le résumé du portefeuille d'investissement, 231 000 $ sur divers comptes avec des ventilations détaillées montrant des contributions mensuelles constantes au cours des 5 dernières années. La bouche d'Emma est tombée ouverte quand elle a vu ma déclaration fiscale la plus récente. Revenu brut, 98 000 $. Après impôts et déductions, mon salaire net était supérieur au revenu de retraite combiné de mes parents. Je ne comprends pas, a dit mon père lentement. Tu n'as jamais mentionné que tu t'en sortais si bien financièrement. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. En fait, vous n'avez jamais posé de questions sur ma carrière, mes objectifs, mes relations ou ma vie en général. Vous avez passé 28 ans à supposer que je luttais et avais besoin de conseils alors que la réalité est que je construisais richesse et succès pendant que vous étiez concentré sur les problèmes d'Emma. J'ai sorti un autre document, mon contrat de travail montrant les stock options qui m'avaient été accordées. Si l'entreprise entrait en bourse comme prévu, ces options vaudraient entre 400 000 $ et 600 000 $ dans les 2 prochaines années. Tu aurais pu aider tout ce temps, a dit Emma, sa voix un mélange de blessure et d'accusation. Tu étais assis sur tout cet argent pendant que nous luttions. Je construisais une sécurité financière pendant que vous faisiez des choix qui ont conduit à une fraude criminelle et à une dette massive, ai-je corrigé. Il y a une différence entre lutter et créer des problèmes par de mauvaises décisions. Jessica a pris la parole pour la première fois. Je sors avec Carter depuis 8 mois, et j'ai vu votre famille le traiter comme s'il était invisible. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ses promotions au travail, son succès en investissement ou ses projets futurs. Mais vous avez immédiatement supposé qu'il liquiderait tout pour résoudre des problèmes qu'il n'a pas créés. Le visage de ma mère a rougi. Ce n'est pas juste. Carter ne nous a jamais parlé de sa situation financière parce qu'à chaque fois qu'il essayait de partager de bonnes nouvelles, vous changiez de sujet pour la dernière crise d'Emma. Jessica a continué, je l'ai entendu essayer de vous parler de ses réalisations, et je vous ai vu les rejeter ou les ignorer complètement. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré des photos des vacances à Hawaï que Jessica et moi avions prises 3 mois plus tôt. 5 jours à Maui, séjournant dans un complexe qui coûtait plus cher par nuit que leur paiement mensuel de voiture. Ils n'avaient aucune idée que j'avais même quitté le pays. Je vis une vie complètement séparée de cette famille parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans la vie que vous avez construite autour des besoins d'Emma, ai-je dit. J'ai une carrière réussie, une relation saine, une sécurité financière et des objectifs personnels qui s'étendent bien au-delà de la gestion des crises familiales. Brad avait l'air confus et légèrement en colère. Si tu as tout cet argent, pourquoi tu ne nous aiderais pas simplement? Nous sommes une famille.
Parce qu'avoir des ressources ne crée pas une obligation de sauver les gens des conséquences de leurs choix, ai-je dit. Et parce que cette famille a passé des décennies à m'apprendre que ma valeur se mesure à ce que je peux fournir pour le bénéfice d'Emma. J'ai exposé le schéma systématiquement. Chaque anniversaire où Emma recevait des cadeaux coûteux tandis que j'obtenais des reconnaissances symboliques. Chaque réunion de famille où les réalisations d'Emma étaient célébrées tandis que les miennes étaient négligées. Chaque urgence financière où Emma recevait une aide immédiate tandis que mes demandes d'assistance étaient refusées. Vous m'avez dit à Thanksgiving que la famille d'Emma passerait toujours en premier et que je passerais toujours en dernier, ai-je continué. Vous avez été honnête sur vos priorités et j'ai décidé d'être honnête sur les miennes. Je fais passer ma propre sécurité financière et mon avenir en premier pour une fois. Mon père a regardé à nouveau les déclarations fiscales. Mais fiston, si tu as les moyens d'aider, cela ne crée-t-il pas une certaine obligation morale envers ta famille? La même obligation morale qui existait quand j'avais besoin d'aide pour les manuels scolaires, ou quand je travaillais 3 emplois pour payer l'université, ou quand j'ai demandé à emprunter $500 alors que vous donniez à Emma $15 000 pour un acompte de maison. La pièce est devenue silencieuse alors que l'hypocrisie s'installait. Ils avaient créé une dynamique familiale où mes besoins étaient rejetés et les désirs d'Emma étaient traités comme des urgences. Maintenant, ils voulaient invoquer la loyauté familiale pour accéder à des ressources dont ils n'avaient jamais reconnu l'existence. Je suis prêt à aider, ai-je dit finalement. Mais pas aux conditions que vous avez proposées. Si vous voulez mon aide financière, nous allons d'abord restructurer toute cette dynamique familiale. Emma avait l'air pleine d'espoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire une thérapie pour tout le monde pour aborder le favoritisme et les schémas toxiques. Je veux dire un traitement égal et du respect à l'avenir. Je veux dire des accords écrits pour toute aide financière avec des conditions de remboursement claires et des conséquences en cas de défaut. Je veux dire une reconnaissance de la façon dont cette famille m'a traité et des changements concrets pour garantir que cela ne continue pas, ma mère s'est hérissée. Tu ne peux pas prendre ta famille en otage avec des conditions et des exigences. Je ne prends personne en otage, ai-je répondu. J'offre d'aider à des conditions qui respectent ma valeur en tant que membre de la famille. Si ces conditions sont inacceptables, vous êtes libre de trouver d'autres solutions à des problèmes que je n'ai pas créés. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait complètement changé. Soudain, ils avaient besoin de quelque chose de moi plus que je n'avais besoin de quoi que ce soit d'eux. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en position d'exiger le respect et l'égalité que j'avais toujours mérité. Que proposes-tu exactement? A demandé mon père doucement. J'ai ouvert mon dossier au dernier document, une proposition détaillée que j'avais rédigée avec l'aide d'un ami avocat. Conditions, échéances et conséquences. Un cadre pour l'aide financière familiale qui traitait toutes les parties comme des adultes avec une dignité et une responsabilité égales. C'est ce que j'offre, ai-je dit. C'est à prendre ou à laisser. Le document que j'ai placé sur la table basse ne ressemblait à rien de ce que ma famille attendait. Au lieu d'une simple promesse de faire des chèques, c'était un accord complet qui changerait fondamentalement le fonctionnement de notre famille. Je suis prêt à fournir $60 000 pour faire face à la crise immédiate d'Emma et Brad, ai-je commencé à lire la première page. Mais cette aide prend la forme d'un prêt structuré, pas d'un don. Le prêt porte un intérêt annuel de 4% et doit être remboursé sur 5 ans par versement mensuel de $1150. Le visage d'Emma s'est décomposé. Paiement mensuel? Carter, nous pouvons à peine payer nos dépenses de base en ce moment. Ce qui nous amène à la deuxième exigence, ai-je continué. Emma et Brad doivent suivre un cours certifié de littératie financière dans les 90 jours. Le cours doit être approuvé par une agence de conseil en crédit à but non lucratif, et vous devez fournir une preuve d'achèvement avant de recevoir les fonds du prêt. Brad a bougé inconfortablement. Ça fait beaucoup d'obstacles à franchir pour une aide familiale. Moins compliqué que la prison fédérale pour fraude hypothécaire, ai-je répondu calmement. La troisième exigence est la thérapie familiale. Nous tous. 6 mois de séances régulières avec un thérapeute que je choisirai, se concentrant spécifiquement sur les dynamiques familiales, les schémas de favoritisme et la communication saine. La voix de ma mère était tranchante d'indignation. Tu veux nous traîner en thérapie comme si nous étions une sorte de famille dysfonctionnelle. Nous sommes une sorte de famille dysfonctionnelle, a interjeté Jessica. Les familles saines ne favorisent pas systématiquement un enfant tout en ignorant un autre pendant 3 décennies. Je suis passé à la page suivante. La quatrième exigence est la reconnaissance publique. Lors de la prochaine réunion de famille élargie,
maman et papa reconnaîtront publiquement le schéma de favoritisme dans notre famille et s'excuseront pour le traitement différentiel que j'ai reçu tout au long de ma vie. Mon père avait l'air stupéfait. Tu veux que nous nous humilions devant toute la famille? Je veux que vous disiez la vérité devant toute la famille, ai-je corrigé. La même famille à qui vous avez dit que je gérais la crise financière d'Emma sans me demander ma permission d'abord. La 5e exigence traitait des futures demandes financières. Tout membre de la famille demandant une aide financière devrait soumettre une proposition écrite avec des conditions de remboursement claires. Plus de prêts d'urgence avec de vagues promesses de remboursement éventuels. Plus de dépenses de groupe où les coûts étaient automatiquement divisés sans tenir compte des différences de revenus. Emma, ai-je continué, tu devras écrire une lettre à tous les membres de la famille élargie qui ont entendu parler de tes problèmes financiers, reconnaissant que tu as reçu un traitement financier préférentiel de nos parents pendant des années, et que j'ai été injustement caractérisé comme moins performant ou responsable. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. C'est tellement embarrassant, Carter. Tout le monde pensera différemment de moi. Tout le monde pensera précisément à propos de toi, ai-je dit. L'embarras que tu ressens est ce que j'ai ressenti à chaque réunion de famille où mes réalisations étaient ignorées tandis que les tiennes étaient célébrées. La 6e exigence concernait l'emploi de Brad. Il devait suivre un cours de gestion de la colère et fournir une preuve d'emploi stable pendant au moins 3 mois avant de recevoir la dernière partie du prêt. Je n'ai pas de problème de gestion de la colère, a protesté Brad. Tu as commis des crimes fédéraux parce que tu ne pouvais pas gérer la pression de subvenir aux besoins de ta famille par des moyens légitimes, ai-je répondu. Cela suggère quelques problèmes de régulation émotionnelle que la thérapie pourrait aborder. La 7e exigence établissait de nouvelles limites pour les interactions familiales. La planification des vacances impliquerait la vie de tous les membres de la famille, pas seulement les préférences d'Emma. Les échanges de cadeaux auraient des limites de dépenses raisonnables. Les repas au restaurant seraient commandés avec une responsabilité de paiement individuel, pas de partage automatique de l'addition. Et Jessica, ai-je ajouté en regardant ma petite amie, sera traitée comme un membre de la famille à part entière, incluse dans les discussions de planification, les invitations aux fêtes et les communications familiales. Plus de traitement de ma relation comme moins importante que le mariage d'Emma. Ma mère lisait le document avec un désarroi croissant. On a l'impression que tu nous punis pour avoir essayé d'aider Emma à traverser une période difficile. On a l'impression que j'exige le respect et l'égalité que j'aurais dû recevoir toute ma vie, ai-je répliqué. Le fait que l'équité de base ressemble à une punition montre à quel point la perspective de cette famille est devenue biaisée. La 8e exigence était peut-être la plus importante. Responsabilité continue. Contrôle mensuel où les paiements de prêts étaient vérifiés, la présence à la thérapie confirmée et les dynamiques familiales honnêtement évaluées. Si la famille revenait aux anciens schémas de favoritisme et de manque de respect, je conservais le droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. La 9e et dernière exigence, ai-je dit, et que lorsque je me marierai, achèterai une maison ou aurai d'autres événements majeurs de la vie, nos parents contribueront également à ces occasions comme ils l'ont fait pour le mariage et la compte de maison d'Emma. Mon père calculait des chiffres sur son bloc-notes. Carter, certaines de ces exigences semblent très dures. Nous sommes déjà confrontés à une situation financière difficile. Vous faites face aux conséquences de choix qui ont été faits sur de nombreuses années, ai-je dit. Emma et Brad ont choisi de vivre au-dessus de leurs moyens. Toi et maman avez choisi de permettre ce style de vie tout en ignorant ma responsabilité financière. Maintenant, vous choisissez d'accepter ou non de l'aide avec des conditions qui garantissent que ce schéma ne continue pas, Emma a regardé Brad, puis moi. Et si nous ne pouvons pas répondre à toutes ces exigences? Et si la thérapie ne marche pas ou si nous avons du mal avec les paiements? Alors vous ferez face aux conséquences de vos choix sans mes ressources, ai-je dit simplement. De la même manière que j'ai fait face aux conséquences de vos choix pendant les 28 premières années de ma vie. La pièce est devenue silencieuse alors qu'ils absorbaient l'ampleur de ce que je proposais. Ce n'était pas seulement une aide financière. C'était une restructuration complète des relations familiales autour de principes de respect mutuel et de traitement égal. Combien de temps avons-nous pour décider, a demandé ma mère. 24 heures, ai-je dit. Le même temps que vous m'avez donné pour liquider mes économies et restructurer ma vie autour de la crise d'Emma. Jessica et moi nous sommes levés pour partir. Alors que nous atteignions la porte, mon père a crié, « Carter, que se passe-t-il si nous disons non à tes conditions ?» Je me suis retourné pour leur faire face. Alors vous résolvez vos problèmes de la même manière que j'ai résolu les miens. Par le travail acharné, la responsabilité personnelle et en apprenant que les actions ont des conséquences.
Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Alors que je démarrais le moteur, Jessica a placé sa main sur la mienne. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire, a-t-elle dit doucement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais utilisé mon pouvoir pour exiger justice au lieu d'espérer la charité. Demain, j'apprendrai si ma famille valorisait mes ressources plus que leur fierté. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau du docteur Foster avec toute ma famille pour ce qui serait notre dernière séance de thérapie de groupe. La transformation avait été progressive, parfois douloureuse, mais finalement profonde. Les gens assis autour de moi ressemblaient peu à la famille qui s'était réunie pour cette réunion d'urgence dans le salon de mes parents. Emma et Brad avaient terminé leur cours de littératie financière avec les honneurs. L'instructrice avait commenté que leur dévouement à apprendre la budgétisation et la gestion de la dette était parmi les meilleurs qu'elle ait vus en 15 ans d'enseignement. Plus important encore, ils effectuaient leur paiement mensuel de prêt à temps chaque mois. 1150 $ transférés sur mon compte le 15 de chaque mois sans exception. Brad avait trouvé un travail stable en tant que chef de projet de construction, un emploi qui utilisait ses compétences organisationnelles sans la tentation de la fraude basée sur les commissions. Ses conseils en gestion de la colère l'avaient aidé à développer des stratégies d'adaptation plus saines pour le stress et la pression financière. Les accusations criminelles étaient toujours en attente, mais son avocat était optimiste quant à un accord de plaidoyer qui impliquerait des travaux d'intérêt général et une restitution plutôt qu'une peine de prison. Emma était retournée aux soins infirmiers à temps plein, prenant un poste au centre médical régional qui payait 42 000 $ par an. Elle avait également lancé une petite activité parallèle fournissant des soins de répit aux patients âgés, ce qui rapportait 800 $ supplémentaires par mois. Pour la première fois de leur mariage, Emma et Brad avaient un budget détaillé et vivaient selon leurs moyens. Les enfants s'étaient mieux adaptés que quiconque ne l'espérait à leur nouvelle école publique sans la pression de maintenir les apparences dans une académie privée coûteuse. Ils semblaient plus détendus et sincèrement heureux. Emma avait été surprise de découvrir que les enseignants des écoles publiques étaient tout aussi dévoués que le corps professoral des écoles privées et la diversité de leurs nouveaux camarades de classe avait été enrichissante plutôt que limitante. Mes parents avaient subi la transformation la plus dramatique. La thérapie familiale les avait forcés à confronter des schémas de comportement qu'ils n'avaient jamais consciemment reconnus. Le docteur Foster les avait aidés à comprendre comment leurs efforts bien intentionnés pour aider Emma à réussir avaient en fait créé une dépendance et un sentiment de droit tout en m'enseignant simultanément que l'amour était conditionnel au sacrifice de soi. Je n'ai jamais réalisé, a dit ma mère lors d'une séance particulièrement émouvante, que nous envoyions à Carter le message que ses besoins ne comptaient pas. Je pensais que nous soutenions juste l'enfant qui semblait avoir besoin de plus d'aide. La reconnaissance publique au dîner de Thanksgiving avait été gênante mais guérisseuse. Devant 15 membres de la famille élargie, mes parents avaient assumé la responsabilité de décennies de favoritisme et s'étaient excusés pour l'impact sur mon estime de soi et nos relations familiales. Plusieurs tantes et oncles m'avaient approché en privé par la suite pour dire qu'ils avaient remarqué le schéma, mais n'avaient pas su comment l'aborder. Les dîners de famille mensuels étaient devenus sincèrement agréables plutôt qu'obligatoires. Les conversations incluaient désormais des mises à jour sur mes projets de travail, mes stratégies d'investissement et ma relation avec Jessica. Quand j'ai annoncé ma promotion au poste d'ingénieur logiciel senior, mes parents ont célébré avec le même enthousiasme qu'ils avaient montré pour les réalisations d'Emma. Quand j'ai partagé des nouvelles sur le tour de table réussi de notre start-up, mon père a posé des questions réfléchies sur la distribution des capitaux propres et les projections de croissance. Jessica avait été accueillie dans la famille avec une chaleur qui semblait authentique plutôt que forcée. Elle participait à la planification des vacances, apportait des idées pour les activités familiales et développait une relation particulièrement étroite avec ma mère autour de leur intérêt commun pour le jardinage. Mes parents avaient même interrogé Jessica sur ses traditions familiales et incorporé certaines de ses suggestions dans nos célébrations. Le changement le plus significatif était dans ma relation avec Emma. La thérapie l'avait aidée à comprendre comment son acceptation d'un traitement préférentiel avait endommagé notre lien fraternel. Elle avait écrit des lettres sincères aux membres de la famille élargie, assumant la responsabilité de la crise financière et reconnaissant le système de soutien qu'elle avait pris pour acquis. « Je réalise maintenant que je ne t'ai jamais vraiment connu », avait dit Emma lors de l'une de nos conversations individuelles. Je connaissais la version de Carter qui existait pour résoudre mes problèmes, mais je n'ai jamais pris la peine d'apprendre tes rêves, tes réalisations, tes luttes qui n'étaient pas liées à mon aide. Le docteur Foster avait expliqué que les familles saines célèbrent les succès de chaque membre et se soutiennent mutuellement à travers les défis sans créer de hiérarchie de valeurs. L'objectif n'était pas d'inverser le favoritisme et de faire de moi l'enfant doré,
mais de créer de l'espace pour qu'Emma et moi soyons valorisés pour nos forces individuelles et soutenus à travers nos défis individuels. Les limites financières étaient devenues une seconde nature dans nos interactions familiales. Quand Emma et Brad ont eu besoin d'une nouvelle machine à laver, ils ont recherché des options, économisé de l'argent et l'ont acheté eux-mêmes. Quand mes parents ont voulu prendre des vacances pour leur anniversaire, ils ont planifié selon leur budget plutôt que d'attendre des contributions familiales. Quand j'ai mentionné vouloir améliorer mon appartement, ils ont offert un soutien émotionnel et des conseils pratiques plutôt que de supposer que j'avais besoin d'une aide financière. Mon portefeuille d'investissement était passé à 430 000 $, et l'introduction en bourse de la start-up était prévue pour le début de l'année prochaine. Les stock options qui m'avaient été accordées pourraient potentiellement faire de moi un millionnaire pour mon 30e anniversaire. Mais plus important que l'argent était la connaissance que j'avais bâti ce succès par mes propres efforts et décisions. Jessica et moi nous étions fiancés 3 mois plus tôt. Fidèles à l'accord, mes parents avaient offert de contribuer à hauteur de 15 000 $ pour notre mariage, le même montant qu'ils avaient dépensé pour celui d'Emma. Nous avions gracieusement accepté leur offre et l'avions utilisée pour planifier une célébration qui reflétait nos valeurs et préférences plutôt que d'essayer d'impressionner les autres ou de maintenir les apparences. La planification du mariage avait révélé un autre changement positif dans nos dynamiques familiales. Au lieu de s'en remettre automatiquement à la famille de la mariée pour toutes les décisions, les deux familles ont collaboré pour créer un événement qui honorait l'héritage mexicano-américain de Jessica et les traditions de ma famille. Mes parents avaient appris avec enthousiasme les coutumes de mariage mexicaines et incorporé des éléments qui faisaient que Jessica se sentait vraiment accueillie. Alors que notre dernière séance de thérapie se concluait, le docteur Foster a demandé à chacun de nous de partager une chose que nous avions apprise sur nous-mêmes et une chose que nous avions apprise sur notre famille. J'ai appris que je confondais permettre et aimer, a dit ma mère. Je pensais que protéger Emma des conséquences l'aidait, mais cela l'empêchait en fait de développer la résilience et la responsabilité. Mon père a hoché la tête. J'ai appris que rester silencieux quand je voyais du favoritisme me rendait complice de la création d'un système familial malsain. J'aurais dû parler il y a des années. Brad a surpris tout le monde avec sa perspicacité. J'ai appris que j'utilisais le soutien familial d'Emma comme une béquille pour éviter de faire face à mes propres insécurités et défis professionnels. La fraude est arrivée parce que j'essayais de maintenir un style de vie que nous ne pouvions pas nous permettre plutôt que de construire une carrière dont nous pourrions être fiers. La réponse d'Emma a été la plus émouvante. J'ai appris que j'avais construit toute mon identité autour du fait d'être l'enfant qui avait besoin d'être sauvé. Je n'ai jamais développé de confiance en mes propres capacités parce que je savais toujours que quelqu'un réglerait mes problèmes. Maintenant, je suis fier de ce que je peux accomplir par moi-même. Quand ce fut mon tour, j'ai regardé ces gens qui m'avaient causé tant de douleur, mais qui avaient aussi travaillé sincèrement dur pour changer. J'ai appris que fixer des limites n'est pas cruel ou égoïste. C'est en fait une forme d'amour parce que cela crée de l'espace pour des relations authentiques. Et j'ai appris que cette famille est capable de croissance et de changement quand nous sommes tous prêts à faire le travail. Le docteur Foster a souri en fermant ses notes. Vous avez tous démontré quelque chose de remarquable. Vous avez montré que même des schémas familiaux profondément enracinés peuvent être changés quand les gens s'engagent envers l'honnêteté, la responsabilité et le respect mutuel. En quittant le cabinet de thérapie ce jour-là, ma famille semblait différente. Pas parfaite, mais fonctionnelle. Pas sans défis, mais équipée pour les aborder ensemble. La hiérarchie de valeurs qui avait défini nos relations pendant des décennies avait été remplacée par une fondation d'égalité et d'attention sincère. 6 semaines plus tard, Jessica et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie qui mélangeait parfaitement nos familles et traditions. Mes parents m'ont accompagné à l'autel avec une fierté et une joie qui semblaient complètement authentiques. Emma a servi comme l'une des demoiselles d'honneur de Jessica, et ses enfants ont été des participants enthousiastes à la cérémonie. Brad, maintenant sobre depuis 18 mois et concentré sur la reconstruction de sa réputation, était devenu quelqu'un que je pouvais sincèrement respecter. Pendant la réception, mon père a porté un toast qui a mis les larmes aux yeux de tout le monde. Carter, a-t-il dit, tu nous as appris que l'amour ne consiste pas à donner à quelqu'un tout ce qu'il veut. Il s'agit de voir qui il est vraiment et de le soutenir pour devenir la meilleure version de lui-même. Merci d'avoir eu le courage d'exiger le respect que tu méritais et de nous avoir donné l'opportunité de devenir la famille que nous aurions dû être depuis le début. La leçon que j'avais apprise à travers toute cette expérience était simple mais profonde. Vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Pendant 28 ans, j'avais accepté d'être traité comme moins important qu'Emma parce que je ne croyais pas que je méritais mieux.
Quand j'ai finalement exigé l'égalité, ma famille a eu le choix, respecter ma valeur ou perdre ma présence. Ils ont choisi le respect, et nous sommes tous devenus plus forts pour cela. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les gens est de refuser de permettre leurs pires impulsions. Parfois, lutter pour la justice nécessite de risquer des relations. Et parfois, quand vous arrêtez d'essayer de gagner l'amour par le sacrifice, vous découvrez que vous étiez digne d'amour depuis le début. La famille qui m'avait autrefois mis en dernier avait appris à mettre tout le monde en premier. Et cela a fait toute la différence. Alors que Jessica et moi quittions notre réception de mariage vers notre lune de miel en Italie, j'ai réfléchi à quel point ma vie avait radicalement changé. La start-up était entrée en bourse 2 mois plus tôt, et mes stocks options valaient maintenant 800 000 $. Mais la vraie richesse n'était pas dans mon portefeuille d'investissement. Elle était dans les relations que j'avais lutté pour guérir, les limites que j'avais appris à maintenir et la famille que j'avais aidé à transformer par le courage et l'amour. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation familiale où vous vous sentiez négligé ou sous-évalué? Qu'avez-vous fait pour changer la dynamique et comment cela a-t-il tourné? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires vécues sur les relations familiales, la croissance personnelle et le courage d'exiger le respect que vous méritez. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est digne d'un traitement égal dans sa propre famille. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer même les schémas familiaux les plus enracinés quand vous êtes prêt à défendre ce qui est juste.